Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo consacrée au calcul différentiel des fonctions à plusieurs variables. Dans cette vidéo, on va parler de la règle de la chaîne, des différentiels supérieurs rapidement, et on va évoquer le théorème de Schwartz, et on va conclure en donnant un exemple concret de calcul de différentiel. Avant de se lancer dans le vif du sujet, on va rappeler ce qu'on avait, les définitions qu'on avait données dans la première vidéo, rapidement. Donc on avait rappelé, donné la définition de ce que signifie la différenciabilité d'une application f allant d'un ouvert oméga vers un ouvert oméga prime avec v et w des espaces vectoriels de dimension finie. Donc on avait rappelé ce que signifie d'être différenciable en A, un point de oméga. Et on avait introduit, on avait rappelé qu'automatiquement, si la différentielle existe, donc si une application linéaire de V dans W satisfaisant cette égalité existe, alors elle est unique et on l'appelle la différentielle. Et ça nous avait mené à parler plus généralement, pour f supposé partout différentiel, de sa différentielle comme étant l'application de oméga dans les applications linéaires de V dans W, qui associe au point A la différentielle de f en A. Et la notion fondamentale de ce chapitre, c'est la notion d'application de classe C1, ou on pourrait aller plus loin, de classe CK, on va se tenir à C1 pour l'instant, qui sont justement les applications qui sont différenciables partout dans leur domaine de définition, et satisfaisant en plus que leur différentiel est une application continue. Alors, je rappelle que là aussi, la différentielle est elle aussi une application entre des ouverts d'espaces vectoriels de dimension finie. Oméga, par hypothèse, est un ouvert de V, qui est un espace vectoriel réel de dimension finie, et les applications linéaires de V dans W, puisque V et W sont supposés de dimension finie. Ça, c'est un espace vectoriel de dimension finie, et c'est donc un ouvert dans lui-même. En particulier, et c'est ce qu'on va faire dans la suite, on va pouvoir parler de la différentielle, sous réserve d'existence toujours, de la différentielle elle-même. C'est-à-dire qu'on va pouvoir parler de dérivées supérieures et de classe C2, C3, etc. On avait conclu la vidéo précédente sur la remarque suivante qui rendait cette définition un peu abstraite plus explicite. Et la remarque était que si on choisissait une base de V et une base de W, qu'on avait noté avant B et C, mais que je vais noter maintenant BV et BW, alors la matrice de la différentielle, à nouveau sous réserve d'existence bien sûr, mais la matrice de la différentielle, quand elle existe, sera donnée relativement à ces bases BV et W comme une matrice de dérivée partielle des coordonnées phi de la fonction f relativement à la base BW par rapport aux coordonnées xj qui sont les coordonnées de la base BV. Ok. Alors, donc, on en vient donc à la règle de la chaîne qui est très importante et qui va en fait nous dire comment dériver une composée, comment différencier une composée d'applications différentiables. Alors, les hypothèses sont tout à fait naturelles. On se donne à nouveau des ouverts, deux fonctions de oméga 1 vers oméga 2 et g de oméga 2 vers oméga 3, qu'on va supposer différenciables f, en tous les cas différenciable en A, et g différenciable en f de A. Et le théorème ce théorème, qu'on appelle en général la règle de la chaîne, affirme, comme c'est déjà le cas pour les applications d'une variable, que la composée est automatiquement différenciable au point A. Et rappelons la formule pour la différentielle. Et donc la différentielle en A de g rond f sera égale à la différentielle en f de A de g rond la différentielle en A de f. Alors, je rappelle, on avait établi, en tout cas on avait dit 2-3 mots sur l'équivalence de la notion de différenciabilité et de dérivabilité pour les fonctions
de R dans R. Ceci est une généralisation immédiate de la formule que vous connaissez pour les fonctions d'une variable réelle, qui est que la dérivée de la composée de G rond F, si F est dérivable en A et G dérivable en F de A, est égale à la dérivée de G au point F de A fois la dérivée de F au point A. Alors, ce qui change peut-être, c'est l'importance de l'ordre ici, puisque ces applications linéaires ne seront pas composables si on les met si on inverse leur ordre. Donc ce problème d'ordre n'apparaissait pas pour les dérivées de fonctions réelles. Ok, mais comme on l'avait rappelé avant, dans la première vidéo, le nombre dérivé de f au point A pour une fonction d'une variable réelle correspond via l'isomorphisme canonique entre R et les applications R linéaires de R dans lui-même, qui a un réel X associe la multiplication par L, donc l'application X devient Lx. F' de A correspond, dans ce formalisme, à la différentielle de f en A, et G' de f de A va correspondre, via cette identification, à la différentielle de G au point f de A, tout comme ceci est la dérivée de G au point f de A. Ok. Alors, ok, donc disons un mot rapidement sur les histoires de différentiels supérieurs. Alors, donc, on l'avait déjà remarqué avant, donc remarque, si f de oméga vers oméga prime est différenciable sur oméga, c'est-à-dire admet une différentielle en tout point de oméga, alors on dispose d'une nouvelle application qui est la différentielle de f, qui va prendre un point, enfin qui va aller de oméga dans les applications linéaires de V dans W, et à A associe la différentielle de f au point A, qui est par définition une application linéaire de V dans W. On est à nouveau dans le contexte où on peut parler de différentiel, toujours sous réserve d'existence. En particulier, on peut se poser la question, est-ce que cette application df, qui est bien une application d'un ouvert d'un espace vectoriel de dimension finie vers un autre ouvert d'un espace vectoriel de dimension finie, les applications linéaires de V dans W, est-ce que df est elle-même différenciable? Alors, ceci mène naturellement par une définition que je vous laisse imaginer, que vous pourrez regarder dans un livre, à la notion de différentiel supérieur, à savoir la différentielle seconde de f, par exemple, ce serait la différentielle de la différentielle. Donc si oui, on parle de différentiel supérieur, par exemple ici de différentiel seconde, et on dira de manière inductive que f est de classe Cn, plus 1, disons. Donc, si n est un entier naturel, et f est comme avant, on définit de manière inductive être, disons, de classe Cn plus 1, par exemple. On dira que f est de classe Cn plus 1 si f
est de classe C1 et que la différentielle de f est de classe Cn. Donc on a déjà défini ce que ça signifie être de classe C1. Donc avec ça, on peut définir de classe C2, C3, etc. Alors attention, toutefois, les espaces augmentent à chaque fois de taille en termes de dimension. Donc cette notion est peut-être un peu moins évidente que celle de différentiel tout court, en particulier le format des matrices. Si on essayait d'exprimer les matrices, comme on l'a fait avant en choisissant des bases, le format des matrices va exploser en taille. Ok. Alors, vu qu'on a parlé maintenant des différentiels supérieurs, on va pouvoir énoncer le théorème de Schwartz. Qui est très important, qui va nous permettre d'appliquer les méthodes qu'on a apprises dans le chapitre sur la réduction des endomorphismes euclidiens. Ce théorème de Schwartz nous apprend en fait que la matrice, que les différentiels secondes commutent. Donc prendre la différentielle seconde par rapport à une coordonnée puis à l'autre, c'est la même chose que de faire la différentielle seconde par rapport à l'autre coordonnée puis à l'une. Donc, théorème de Schwartz, soit, disons, f de oméga dans oméga prime, à nouveau oméga un ouvert de v, oméga prime un ouvert de w, vw, des R espaces vectoriels de dimension finie, soit f, donc, différenciable, disons, de classe C2. On peut faire plus faible que C2, mais on va l'énoncer sous forme C2 pour pas trop se compliquer la vie. Soit f de oméga dans oméga prime de classe C2, et soit, disons, B égale E1, En, une base de V, l'espace vectoriel de dimension finie qui contient l'ouvert oméga. Alors, on a cette formule très importante qui nous dit que la dérivée seconde de f d'une coordonnée quelconque, donc pas besoin de choisir de coordonnées en fait, donc la dérivée seconde de f par rapport à la jm coordonnée puis la im coordonnée en un point quelconque A, et du coup j'ai pas besoin de dire le point A, cette fonction, qui est donc par hypothèse définie sur tout oméga, coïncide avec la dérivée partielle seconde de f, d'abord suivant la im coordonnée, puis la jm coordonnée. Alors les xi et xj font référence aux coordonnées relativement à la base E1, En, et ceci est donc vrai pour tout i et j entre 1 et n. Et disons, allez, on va le mettre, et pour tout point A dans oméga. Alors, un cas important, c'est celui des fonctions d'une variable réelle, à valeur réelle. Exemple. Donc si f est une fonction d'un ouvert oméga à valeur réelle, disons de classe C2. Alors ici, ce ne sont pas des vecteurs, mais ce seront à chaque fois des nombres. Et on définit sa matrice hessienne en tout point A de oméga. Et là aussi, on a dû choisir une base
égale E1En base de V, où oméga est un ouvert de V. Donc on définit sa matrice hessienne au point A comme la matrice des dérivées secondes et d'après le théorème de Schwartz, ceci est une matrice symétrique, donc qui est une matrice, un élément de Sn de R, l'ensemble des matrices symétriques réelles de taille n fois n. Donc, comme je le disais, les matrices symétriques réelles, vous en savez beaucoup. Vous savez qu'elles sont toutes diagonalisables en base orthonormée, qu'elles sont diagonalisables sur R en particulier. Et donc, il est en général, enfin, il est souvent important de comprendre la signature de cette matrice hessienne, donc de comprendre les valeurs propres, disons. Les valeurs exactes ne sont pas très importantes, mais le nombre de valeurs propres positives, le nombre de valeurs propres négatives, la multiplicité de la valeur propre 0, si jamais 0 est valeur propre. Donc disons de comprendre le spectre de la matrice hessienne, à laquelle je vais quand même donner un nom, SAF, la matrice hessienne. De F en A. Alors, par exemple, on va citer un contexte dans lequel ceci devient important. Donc, exemple. Donc, supposons que A soit un point critique de F. Et je rappelle que ceci signifie, donc F est toujours de classe C2 dans cet exemple. C'est-à-dire donc que la différentielle en A de F est nulle. Alors ici, ça c'est le zéro des applications linéaires de V dans R, puisque F est une application par hypothèse d'un espace vectoriel réel de dimension finie V à valeur réelle. Et les applications linéaires de V dans R, ça porte un nom, c'est le dual aussi de V. Donc supposons que A soit un point critique de F, c'est-à-dire que la différentielle de F en A est la forme linéaire nulle sur V. Alors, donc si le spectre de la hessienne, donc l'ensemble des valeurs propres de la hessienne, est inclus dans R plus étoile, donc toutes les valeurs propres sont strictement positives, alors A est un minimum local de F. Et on peut se représenter la situation, par exemple, en dimension 2. Là, je trace le graphe de F. J'ai mon point A. J'ai un point critique en A, ce qui signifie donc que quand on bouge légèrement dans les directions ici, proche de A, la valeur de F de A bouge très peu. Et on généralise en fait la règle que vous connaissez déjà pour les dérivées classiques, qui est que si vous avez une fonction dérivable
en un point, enfin disons 2 fois dérivable de dérivée nulle et de dérivée seconde positive, alors la fonction atteint, strictement positive, alors la fonction atteint un minimum. Alors ceci, on peut faire aussi la version avec le spectre de la Hessienne inclus dans R- étoile, auquel cas on atteint un maximum local en A. Et ensuite vient le cas plus compliqué où la Hessienne est à valeur propre positive ou nulle. Là, les choses sont en général, il n'y a pas de recette qui va toujours marcher, il faut voir sur l'exemple. Et de même, quand la Hessienne est à valeur positive, quand les valeurs propres de la Hessienne sont négatives ou nulles, là aussi, il faut en général plus d'analyse pour vraiment comprendre le comportement local de la fonction. Alors, je me rends compte que j'aurais peut-être dû donner la formule de Taylor d'ordre 2 pour justifier ce dessin. Formule de Taylor. Disons à nouveau, pour faire simple, on a une fonction f de oméga à valeur réelle, disons, qu'on supposera de classe C2, et on se donne un poids A de oméga. À nouveau, disons les choses comme ça. Alors, on a pour h au voisinage de 0, le développement limité d'ordre 2 de la fonction f, qui est donné par f de a plus la différentielle en a de f calculée sur h plus 1 demi de la Hessienne plus 1 demi de alors on va l'écrire comme ça, transposé de h Hessienne en a de f fois h plus un petit o de norme de h au carré. Alors, donc, disons juste rapidement ce qu'on veut dire par là. Donc, jusqu'à là, il n'y a pas de souci pour la compréhension. Alors, pour ceci, il faut un tout petit peu plus réfléchir. Donc, la Hessienne, telle qu'on l'avait définie, on l'avait définie comme une matrice symétrique. De même, ici, pour la différentielle, on avait vu qu'on pouvait la représenter comme une matrice aussi, en choisissant des bases. Donc, implicitement, ici, j'ai choisi des bases, et le h, je dois le représenter relativement à cette même base. De telle sorte que, on va peut-être écrire les choses comme ça. Là, je devrais plutôt dire, c'est la transposée du vecteur des coordonnées de h relativement à la base, b. Ça, c'est le vecteur des coordonnées du vecteur h', du vecteur h relativement à la base b. Et ceci est la matrice symétrique NN des dérivées secondes. Ceci est donc une matrice ligne fois une matrice carré fois une matrice colonne. C'est un nombre. Et tout ceci a un sens. OK. Alors, peut-être que ça devient plus clair, cette histoire du minimum local et du maximum local, si on a en tête cette formule de Taylor. Voilà. Alors. OK. Donc, ceci représente tout ce que je voulais raconter sur le cours du calcul différentiel. Je rejoins tout de suite pour un exemple concret, à savoir le calcul de la différentielle du déterminant.